matin. Il est 8h46 sur Europe 1. Bon début de journée, Dimitri Pavlenko. Votre club de la presse Europe 1 pour commenter, décrypter l'actu politique. Avec nous ce matin, Mathieu Souquier. Il est essayiste, consultant. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes expert associé à la Fondation Jean Jaurès, co-auteur d'un ouvrage 2022, La flambée populiste. Charlotte Dornelas est avec nous également. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri. Journaliste à Valeurs Actuelles, c'était donc sa première prise de parole médiatique et c'était sur Europe 1 il y a quelques minutes. Mickaëlle Paty, la sœur de l'enseignant assassiné en octobre 2020 à la sortie de son lycée. La voix du deuil et du combat contre l'oubli, contre la lâcheté, pour la justice. Et je crois pouvoir dire que le combat de Mickaëlle Paty, c'est également le nôtre ici à Europe 1. Charlotte Dornelas, alors elle était venue simplement lire cette lettre ouverte réclamant au Sénat notamment l'ouverture d'une enquête parlementaire sur les dysfonctionnements qui ont abouti à la mort de son frère. Il va y avoir un procès quand même dans cette affaire Samuel Paty. D'ailleurs non pas un mais deux procès parce qu'il y a sur les 14 accusés 6 mineurs. Mais ça ne suffit pas, nous dit Mickaëlle Paty. Qu'est-ce qui a dysfonctionné dans cette affaire ? Ce qu'elle dit dans sa lettre, c'est que oui, il y a l'ennemi qui porte les armes, en l'occurrence les islamistes, et que évidemment il faut les combattre, mais que précisément pour les combattre, dans une guerre, il y a des responsables pour mener cette guerre. Oui. Or, ces responsabilités, elles ont un sens. Et elle dit, en gros, jusqu'à aujourd'hui, je me confronte à une irresponsabilité de fait, c'est-à-dire il y a l'ennemi qui a porté le coup, et puis c'est tout. Les propagateurs de la rumeur, c'est ça. Celui qui a porté le couteau, M. Anzorov, etc. Et elle dit, il y a aussi une responsabilité dans l'attentisme, dans la passivité des autorités. On sait très bien qu'il y avait une note du renseignement, que les menaces qui planaient sur Samuel Paty étaient identifiées en effet, et il n'y a pas eu cette réaction de protection. Et elle pointe cette responsabilité politique, justement, qui n'a pas su encadrer, on va dire, ceux qui aujourd'hui se retrouvent devant le tribunal. Oui. C'est une question qu'elle pose qui est éminemment politique. Donc moi, je trouve ça plutôt sain pour tout le monde. Aujourd'hui, que ça se fasse dans une commission d'enquête précisément, qu'on puisse comprendre en fait pourquoi cette passivité, pourquoi ce pas de vague, pourquoi cette peur finalement de réagir. Elle le dit elle-même, la peur de réagir, c'est aussi la peur de stigmatiser. On connaît ça malheureusement dans le débat public, on connaît ça en politique. Et quand vous avez des implications et des conséquences aussi graves que ça, en effet, il faut que ce soit à la fois public, et une commission d'enquête l'est beaucoup plus en effet qu'un procès en général. Alors il y a là cette phrase, pour résumer, Mathieu Souquier, Mickaëlle Paty, elle dit « On ne met pas un oui mais derrière le mot décapitation ». Elle a eu cette impression qu'on mettait un oui mais, sous-entendu, oui mais enfin bon, il a peut-être un peu cherché quelque part. En tout cas, ce à quoi elle nous invite, l'affaire Samuel Paty a suscité une émotion collective unanime. Là, la question qui est posée, c'est celle en face de cette émotion collective, de notre responsabilité collective. Donc il y a le procès auquel vous faisiez référence qui s'ouvre et qui met en cause 14 personnes. Donc la responsabilité de 14 personnes, ça n'est pas un fait isolé, ça n'est pas le fait en fait d'un fou isolé. Il y a 14 personnes qui sont mises en cause dans leurs différents niveaux de complicité avec cette affaire. 14 personnes, dont 6 mineurs, 6 adolescents. Des collégiens et un père d'élèves, etc. Exactement. Donc il y a bien déjà à travers ce procès la notion de responsabilité collective. Et autour de cette responsabilité collective d'individus, il y a la question de notre responsabilité collective en tant que société. Oui. Et donc effectivement, je pense qu'il est tout à fait intéressant que, à la faveur de cette affaire hors norme, nous nous intéressions à la responsabilité peut-être de l'institution éducation nationale, à la responsabilité du ministère de l'Intérieur. Est-ce que tout a été fait au niveau de l'établissement ? Est-ce que tout a été fait au niveau de la communauté scolaire ? On le voit aujourd'hui dans la frilosité à rebaptiser tout simplement le collège où exerçait Samuel Paty de son nom. On voit qu'il y a un refus de le faire parce qu'on a peur que ça génère des conséquences, etc. Oui, il y a la responsabilité symbolique et puis il y a la responsabilité opérationnelle. Alors je ne sais pas si, comme elle l'appelle de ses voeux, on peut éviter de nouveaux drames. Je veux dire, des drames dans une société comme la nôtre, le risque zéro n'existe absolument pas, c'est impossible. Non, mais on a l'impression quand même... Attendez, je fais le lien avec l'affaire de Saint-Brévin, par exemple. Le maire qui dit que j'ai alerté les pouvoirs publics, la préfecture, sur le fait que je recevais des menaces à propos de ce centre d'accueil de demandeurs d'asile sur ma commune. Il ne s'est rien passé. On a l'impression, finalement, on pourrait décliner quelque part. Les situations, elles sont à peu près toujours les mêmes. Une espèce d'inertie des pouvoirs publics jusqu'au drame, quelque part, Mathieu Souquier. Oui, il y a aussi
aussi des choses. Encore une fois, c'est compliqué de tout prévoir et le risque zéro n'existe pas. Mais ce qu'on voit, c'est que effectivement, des enseignants peuvent être décapités, des infirmières peuvent être assassinées, des élus peuvent être menacés. Et donc la question est celle de notre organisation collective pour limiter au maximum, autant que faire se peut, les risques qui pèsent sur ces fonctions symboliques-là. Sur les enseignants, puisqu'on parle de Samuel Paty, la profession d'enseignant appartient à toutes ces professions auxquelles on demande énormément et auxquelles on donne quand même symboliquement et matériellement de moins en moins. Donc comment est-ce que dans notre société encore on rééquilibre les choses? Oui. Et puis comment on se fait entendre, parce qu'on parlait du maire de Saint-Brévin l'autre jour, il y a eu la démission, rappelez-vous, d'un élu des Mureaux il y a quelques semaines de cela, face aux injures et menaces. Le blanc quitte ma ville, c'était-il entendu dire quand même. Donc voyez, il n'y a pas qu'une histoire isolée, il y a des précédents. Je voudrais qu'on évoque cet autre sujet aussi ce matin. Charlotte Dornelas, Bruz, Besançon, voilà, sont des noms des communes en région qui vont accueillir des sans-abri parisiens. Alors sans-abri, des migrants en réalité, pour leur immense majorité. Évidemment, ça suscite beaucoup d'inquiétudes dans les communes qui ont été choisies pour accueillir ces fameux sas de report. Un plan de répartition donc des migrants. On dit à l'occasion des Jeux Olympiques, Charlotte Dornelas, c'est quand même loin les Jeux Olympiques. Y a-t-il un lien vraiment, pensez-vous, entre les JO et cette répartition de la pression migratoire qui, il est vrai, est quand même massivement concentrée sur l'Île-de-France. Oui, c'est vrai. Alors, le lien, il n'est pas directement assumé. On ne dit pas, tiens, on va mettre tout ce beau monde dehors pour que la ville soit prête à accueillir les touristes. Mais il est clair que le préfet a lui-même expliqué qu'il y a beaucoup d'hôteliers aujourd'hui dont les chambres sont prises par l'État pour loger ces migrants essentiellement et qui aujourd'hui veulent récupérer ces chambres pour les louer plutôt à des gens qui viennent aux Jeux Olympiques. On les comprend bien, enfin on comprend ce qui les pousse à faire ça et donc l'État réagit à ça. Donc c'est clairement à l'approche des Jeux Olympiques et par ailleurs je pense que en effet vous avez des millions de gens qui vont débarquer à Paris et quand vous voyez les campements qu'il y a, parce qu'on commence en l'occurrence aussi par démanteler ces campements qui sont un peu partout autour de Paris ou en région parisienne, il est évident que l'État a besoin, on va dire, d'éloigner ces personnes. Maintenant, le problème, c'est que ça s'ajoute à la répartition des migrants dont on a déjà parlé. Là, la seule différence, c'est qu'en effet, ce qui permet de dire qu'on va répartir les sans-abri... Mais d'où ça vient ce plan ? Qu'est-ce que c'est que ce plan, effectivement ? C'est une décision de la mairie de Paris, de l'État français ? Non, c'est une décision, oui, du gouvernement qui a demandé au préfet de 10 régions en France d'ouvrir des sas temporaires pour examiner la situation et ensuite... et sur une demande de l'Union européenne aussi, il faut le dire. Voilà, et en gros, il leur demande... En fait, la demande de l'Union européenne, elle concerne la répartition qui est déjà organisée. En gros, vous répartissez dans les régions selon les capacités d'hébergement. Et là, s'ajoute à ça cette histoire de sas où pendant 3 semaines, vous prenez toutes les personnes qui veulent bien monter dans le bus. C'est la différence, c'est que c'est pas simplement les demandeurs d'asile. Vous avez également aujourd'hui peuvent monter dans les bus des déboutés du droit d'asile, par exemple, à qui on a demandé de partir, mais que quand même on va aller envoyer en région. Donc débouté du droit d'asile qui a demandé à pouvoir rester sur le sol français, ça lui a été refusé. Mais il n'est pas raccompagné à la frontière. Et donc là, il va se retrouver finalement à prendre un bus pour aller en région. Qui veut en fait monter dans ces bus, qui veut évidemment migrants déboutés, quelle que soit la situation administrative. Et ensuite, dans les sas, qui sont censés les accueillir que 3 semaines, sera examiné justement leur situation pour leur proposer un hébergement dans la région dans laquelle ils sont envoyés. Voilà quel est le programme, on va dire, mis en place. Mathieu Souquier. C'est répandu à tort ou à raison l'idée qu'en matière migratoire, nous avions perdu le contrôle. Là, quand même, en fait, rappelons qu'il s'agit d'une initiative des pouvoirs publics, effectivement de l'État, pour organiser mieux les choses. Organiser mieux les choses parce qu'effectivement, vous avez aujourd'hui une concentration de l'afflux de demandeurs d'asile en région Île-de-France, en région parisienne. 1 sur 3 à peu près, pour se faire une idée. On dit même 1 sur 2. C'était 1 sur 2 en 2020, la pression c'est légèrement détendue sur l'Île-de-France. On sait qu'il y a une surconcentration en Île-de-France et du coup une saturation des capacités d'hébergement. Parce qu'il existe un dispositif national d'accueil, c'est le nom de ce... Mais cette sursaturation aboutit à ce que effectivement les demandeurs d'asile se retrouvent à Paris ou en banlieue, dans la rue. Là, il s'agit d'organiser les choses pour que les quelques centaines qui arrivent, on les répartisse dans une dizaine de régions. Alors ensuite, mais c'est une bombe politique, ça, quand même. Ça peut créer des difficultés, mais encore une fois, il s'agit de quelques centaines de personnes qu'on répercute dans une dizaine de régions. C'est des milliers qui quittent chaque mois. Et précisément des régions qu'on choisit en fonction de critères objectifs et sociaux. Les capacités d'accueil, c'est-à-dire qu'on transfère les personnes là où il y a des capacités d'accueil, des endroits où on peut les accueillir, en fonction du taux de chômage, en fonction d'autres indicateurs sociaux, pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Alors, c'est pas parce qu'on fait les choses bien que derrière ça se passe nécessairement bien. On sait qu'on a, dans certains coins, un rejet
vis-à-vis de ce type de projet qui pose des difficultés. Simplement sur la question de on dit qu'on a perdu la maîtrise. Pour moi, c'est une nouvelle preuve qu'on a perdu la maîtrise. Quand vous en êtes rendu à ne pas suivre les décisions administratives et en l'occurrence à dire à des déboutés qui devraient quitter le pays et que vous n'arrivez pas à faire quitter le pays, finalement on va vous mettre en région et on organise quelque chose. Le rapport parlementaire qui a été fait sur cette organisation dit il va falloir que les préfectures parlent avec les élus locaux. Jusqu'à maintenant, les élus locaux ne sont pas automatiquement d'abord concertés sur l'accueil qui va arriver. Et les Français, absolument jamais. On se souvient du maire de Calac qui avait dit on va pas faire des référendums, 80% des gens vont nous dire non. Ce rapport ne dit pas que tout est parfait, mais ce rapport dit bien que la situation s'est améliorée précisément avec ce type d'organisation. Et là où je vous contredis, c'est qu'on a d'autant moins perdu le contrôle qu'on l'a repris là-dessus. Il y avait, comme le disait Dimitri, en fait, 50%. Ces demandeurs d'asile, la moitié d'entre eux se concentraient en Île-de-France il y a encore 2 ou 3 ans. On a réussi, grâce à ce dispositif, à baisser à 33%. On a réussi à répartir la migration qu'on n'arrive pas à contrôler partout en France. C'est d'être à 25% dans quelques années et du coup on devrait y arriver. Bon, merci à tous les deux. Le débat va évidemment continuer sur ce sujet tout au long de la journée sur Europe 1. Merci beaucoup Mathieu Souquier d'être venu nous voir ce matin dans le Club de la Presse Europe 1. Charlotte Dornelas également, bonne journée.